Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs quality, value et small caps. Dans le cadre de ma review sectorielle, on va essayer de savoir si Wavestone représente une opportunité d'investissement. Wavestone est une ESN française avec une capitalisation de 885 millions d'euros. Elle est dans le secteur de la technologie et c'est une ESN française. Récemment, elle a publié un profit warning, donc on va le retrouver ici sur le cours. Donc elle a publié un profit warning et tout de suite elle a une réaction sur le marché, elle a perdu presque 11%, et depuis ce profit warning, on a eu moins 12,77%. Donc en se basant sur les communiqués et les états financiers, on va essayer de déterminer si après cette baisse, elle représente une opportunité d'investissement. Donc je suis allé sur le site et on a une petite note du broker Odo BHF. Et donc lui, il met un objectif de cours à 54 euros. Aujourd'hui, on est à combien? On est à 44,05. Donc on a un upside potentiel de plus 21%, donc un peu plus de 21% parce que c'était le 13 mars. Il nous dit quoi? On nous dit une dose de prudence supplémentaire, mais un mini warning à relativiser. Retour sur les éléments qui ont conduit à la révision de la guidance de la marge opérationnelle courante. À l'occasion de notre forum TMTP, Humbert CEO et El Stoupi CFO sont revenus sur les raisons qui ont poussé le groupe à abaisser légèrement son objectif annuel de marge opérationnelle croissante à 15%, de 15% à 14,5%. Donc on relativise quand même une baisse de 0,5%, ça prend moins 10% en bourse. Mais bon, le groupe est chèrement valorisé, donc au niveau de son price earning, comme on le voit ici, on est à 18,25. Donc en soi, la moindre erreur par rapport à du S2I, etc., et ben, avec des PER plus élevés, la moindre erreur, on se prend une claque en bourse. Passons. La semaine dernière. En effet, la demande s'est finalement révélée plus faible qu'attendu début 2023. Ce constat, couplé à une forte hausse des effectifs sur l'année, on a plus de 1100 recrutements bruts, induit une baisse du taux d'activité qui devrait terminer l'année autour de 73% en deçà du normatif de 75%, coûteuse sur la marge. Donc c'est-à-dire qu'on paye on paye des employés et donc notre taux d'activité n'est pas optimal parce que on a 17% des employés qui ne sont pas sur des projets et donc ça ne rapporte pas d'argent en immédiat, du coup ça baisse les marges. Si on a un taux de productivité de 90 voire 95%, et ben là on gagne vraiment en... Moi j'aime bien comparer ça à une usine, si on a des gros volumes, et ben on peut faire tourner plus de on peut faire terminer plus de produits et donc on gagne en productivité et donc on gagne sur les marges. Et ici, c'est au niveau des employés, bien sûr, et des projets. Donc on nous dit coûteux sur la marge. Parmi ces facteurs, le groupe a constaté un ralentissement un peu plus marqué des nouveaux projets dans le démarrage de missions signées ou des cycles de décisions rallongés chez les clients, tant sur les grands projets de transformation que sur les missions plus courtes. En outre, il évoque aussi une baisse continue de l'attrition. Oula, c'est quoi? Je sais même pas ce qu'est ce mot. Attrition. On va regarder ça tout de suite. Ici, coller. Hop là. Que l'attrition. L'attrition est donc essentiellement dans la mesure d'une perte ou d'une déperdition. Donc perte ou déperdition apparemment. Il évoque aussi une baisse de l'attrition. Autre signe de ce ralentissement de marché, amplifiant l'impact sur l'intercontrat. Donc on a dit, une fois qu'un employé il finit un contrat, l'intercontrat c'est le temps qu'il a entre deux contrats, comme son nom l'indique. Et donc s'il y a un temps plus élevé d'intercontrat, on perd de la marge également. De fait, malgré une optimisation des OPEX sur le semestre 2, la guidance initiale était difficilement tenable. Les OPEX, CAPEX, je connais Capital Expenditure, mais OPEX, j'ai pas d'idée de... Je me souviens plus de ce que c'est en plus. Ici, CAPEX, OPEX. Les OPEX ou dépenses d'exploitation, ok. Operational Expenditure, ok. Donc c'est bien ça.
Donc, des messages globalement rassurants lors de notre conférence TMT. Lors de notre conférence TMT, la direction s'est montrée toutefois rassurante, tout en admettant naviguer dans des cycles assez singuliers. En effet, on a de la demande, mais là, on est à court terme sur une petite... on navigue à vue un peu à court terme, mais à long terme, on a quand même la demande du marché qui est assez exceptionnelle. Donc, comme on dit, des cycles assez singuliers, on recrute beaucoup pour faire face à la demande, mais lorsqu'on a recruté, ben, on n'a plus de contrats qui arrivent. D'ailleurs, ce type d'incident est suffisamment rare chez Wavestone pour comprendre que le contexte de marché est difficile à décrypter. Cela étant, on notera que 1. Ce sentiment de marché est très concentré sur la France, donc on peut se douter que Wavestone est concentré sur la France au niveau de son chiffre d'affaires, de son activité, et 2. Ce phénomène est perçu comme plutôt temporaire et inhérent au début d'année, période traditionnellement plus molle. Signal insuffisamment puissant pour juger d'un éventuel retournement de marché. 3. Le cabinet entrevoit une amélioration graduelle du taux d'activité en mars qui devrait se poursuivre en avril. 4. Le carnet de commandes reste a priori solide, 4 mois, et le pipe de projet est toujours important pour 2023. 5. L'environnement tarifaire demeure positif. Donc ici on a du pricing power, on augmente les prix pour faire face à notre inflation salariale et on aime ça également. Donc en soi, on a juste au niveau de ce trimestre, ça va être un peu compliqué, mais normalement, vu qu'on a une vision, ils ont déjà une vision sur le trimestre d'après, et l'année d'après, ça devrait aller. Wave demeure confiant sur 2023-2024 malgré tout, avec des ambitions intactes. La société a confirmé que la trajectoire de développement reste pour l'instant intacte et très prometteuse. À court terme, le management a confirmé sa guidance top line 2022-2023 et juge toujours qu'une croissance organique high single digit, donc en dessous, donc high single digit. Donc single, ça veut dire qu'on n'a qu'un chiffre de croissance, mais quand on est high, ça veut dire qu'on a entre 7 et 9% de croissance. Donc ici, ça va être, c'est quand même plutôt pas mal sur 2023-2024, pardon. Donc là, c'est la guidance 2023-2024. Donc en dessous de 10%, mais supérieur à 5%. Est accessible grâce à une forte croissance embarquée, volume et prix. Donc ici, en effet, on a une pipe de projets important et on augmente les prix petit à petit pour faire face à l'inflation salariale et également sur nos lieux de travail, on a de l'électricité qui augmente un peu, on essaye de répercuter les prix, même si ce n'est pas le plus important sur ce type de société. À même de compenser une certaine faiblesse sur le taux d'activité TACE, je ne sais même plus ce que c'est, taux d'activité, décidément, je perds mes mots ce soir. TACE, taux d'activité congé exclu. Ok, taux d'activité congé exclu. Ok. Et l'effet calendaire très négatif, moins 4 jours. Donc en effet, on a un effet calendaire qui sera négatif, qui va impacter un peu le chiffre d'affaires et les marges. Côté rentabilité, la direction semble confiante pour atteindre sa marge opérationnelle courante, normative de 15%, malgré ces effets adverses, ce qui s'explique essentiellement par un effet d'inertie sur les prix nets de l'augmentation des salaires, ou d'autres facteurs spécifiques tels que la recovery aux USA à plus moyen terme, les ambitions de 2025 sont confirmées et ce ralentissement de marché ne remet pas en cause les velléités du cabinet sur le merge and acquisition, donc sur les fusions-acquisitions, notamment sur des acquisitions ciblées aux US. Nous ne voyons donc pas de raison à ce stade d'ajuster nos prévisions qui se situaient déjà un peu en dessous des guidance initiales. Donc on est présent en US, à moyen terme, on ne remet pas en cause les objectifs. Et par contre, on a un taux de marge opérationnelle sur ce titre très très élevé, le meilleur du marché. Ensuite, opinion de surperformance réitérée, objectif de 54 €. Suite à la lourde sanction boursière, moins 12%, il nous apparaît important de relativiser d'une part l'ampleur de ce warning limité, en effet on perd 0,5% de marge, et d'autre part le message sur le ralentissement de la demande, encore dans un mode soft landing. Donc ici on parle surtout de la manière de ce que font les banques centrales présentement. Ici on se remet ici, voilà, soft landing, atterrissage en douceur lorsque les autorités monétaires parviennent à modérer suffisamment le taux de croissance de l'économie pour éviter la surchauffe et l'excès d'inflation, mais en maintenant cette croissance à un niveau suffisant pour éviter la récession. Donc en effet, soft landing, c'est l'atterrissage en douceur. Les banques centrales essayent de ne pas faire trop chauffer l'économie.
Ici, on se retrouve ici. L'enjeu court terme désormais pour Wavestone n'est plus sur le front des ressources humaines, donc du recrutement, ni sur le couple prix-salaire bien orienté, mais sur sa capacité à intensifier son effort commercial pour dynamiser son activité dans un contexte moins porteur sur la demande. Nous considérons que le cabinet est en mesure de relever ce défi et il l'a démontré pendant la crise Covid en surperformant son marché et qu'il est probablement encore tôt pour tirer des conclusions alarmistes sur ce mini-warning. Nous pensons que la réaction du titre constitue une opportunité d'achat alors qu'elle ne se traite plus avec une prime par rapport au secteur IT, au IT Services, supérieur à 12 fois les bits sur les 12 mois futurs, CFPH2, rating sur performance et OC de 54 € inchangé. Ok, donc là on nous dit que service informatique, on nous dit 10 fois les bits. Donc on va regarder 10 fois les bits, donc la valeur d'entreprise sur les bits. Ici on regarde notre Market Watch. Donc comme je vous dis, cette petite market review de la part de comment ça s'appelle, de Euroland Corporate. Ici on était sur du Wavestone. En effet on se payait 17 fois les bénéfices. Ah non, on voulait regarder la valeur d'entreprise sur les bits, pardon. Alors Wavestone, ici, donc pour 2022, on se payait 12,2 fois la valeur d'entreprise sur EBIT et 11,5 fois 11,5 fois estimé en 2023. Au niveau du price earning, on a un peu dégrossi quand même, 17,1 estimé en 2023, 18,8. Et voilà. Donc là, on a vachement... ici, on se retrouve ici. VE Enterprise Value sur... C'est ça, EV sur EBIT, on voulait. EV slash... on a que... ça, si on se fait ça, mais ça marche pas. EV sur EBIT, voilà. Entreprise value sur EBIT. On va regarder ce que ça donne. Last 12 months. Ici, on a ça. Et voilà. Ouais. Pourquoi il nous dit inférieur à 10? Chez Odo BHF, on sait pas trop compter. Ah, c'est estimé à 12 mois, ok. Donc ici, en effet, quand on se place ici, on voit que le niveau normatif, c'est quoi? Donc, on est à 10,4 fois les bits, et ici, on est à 12 fois les bits actuellement. Mais en estimé, on est en dessous de 10 fois. Donc, on est pas mal évalué ici. En effet, qu'est-ce que nous dit Odo? Alors ici, 2023-2024. Donc ici, qu'est-ce que nous dit Consensus FactSet pour 2022-2023? Alors Odo, 527 millions, 526 millions, donc une différence de 0,2%. Operating Result, 0,6% de différence. Donc Odo est un peu plus optimiste que le consensus. Au niveau des bénéfices par action, un peu plus comment dire, un peu plus optimiste que le consensus. Et au niveau du free cash flow également. Pour 2023, toujours plus optimiste. Et pour 2024, par contre, on est un peu moins optimiste, sauf sur le free cash flow, effectivement. Donc là, on nous dit last 5-year average. Donc EV sur EBIT, sur les 15 dernières années, on s'échange à quoi? Il nous dit IT service en Europe, last 12,2, 10,2 vs 10,2 il y a 5 ans. Donc on est sur les mêmes niveaux. Premium discount, on est à 0 actuellement, contre 11% ces 5 dernières années par rapport au marché. Et Wavestone, on est à 10,2 contre 11,3 ces 5 dernières années sur levé sur EBIT. Donc ici, est-ce qu'on a du prix sur cash flow? J'aime bien regarder ce fichier, prix sur cash flow. Donc estimé 2023, on est à 16. Ici, prix sur cash flow. Donc cash flow opérationnel, on est à 16,9 et 20,1 en free cash flow. Ok, donc là, lui, il est toujours en estimé. Et ce que j'aime bien regarder, c'est le free cash flow. Il ne nous met pas le ROCE. Ici, on n'a pas de ROCE. Bref,
Ici, on se retrouve là, voilà. Donc Odo BHF, ici. Je voulais juste vous montrer un petit peu contre 77% le sur l'ensemble de conference l'exercice call. 2021-2022. En ce qui concerne les prix, la dynamique est positive. Ainsi, sur l'ensemble du semestre, le taux journalier moyen s'est établi à 880 euros. Donc point clé du semestre, taux d'activité. Je veux pas de ça. Taux d'activité normatif au premier semestre, 75%. Donc profit warning, c'est un peu en baisse. Prix de vente en progression, donc pricing power, on augmente un peu nos prix. Plus de pourcent en change constant, maintien de la prise de commande, plan de recrutement avec l'objectif turnover fin septembre de 19% contre un objectif de En croissance de 15%. 1000 euros. Ici, Le rythme donc c'est les de résultats l'industrie, semestriels l'énergie. ici. Donc là, on a deux acquisitions dans le conseil au Royaume-Uni. On en a une qui fait 23,4 millions de chiffre d'affaires et l'autre qui fait 10,4 millions de chiffre d'affaires. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Répartition de Wavestone UK. Services financiers, Aviva, AXA, Legal, AstraZeneca. Ok. Donc changement de taille pour le Royaume-Uni. Ça nous intéresse moyen actuellement. Premier semestre en actif en matière de RSE, on est EcoVadis Platinum, donc ça veut dire qu'on prend soin de nos employés. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avancer un petit peu. Donc ici, on est à quoi? On est à 12,5 de marge opérationnelle courante. Et c'est en 2022-2023. Donc on est supérieur à celle du secteur, mais un peu moindre que à l'accoutumée. Résultat net, on est à 7,6 actuellement. Donc ici, j'aime bien prendre mon petit fichier. Donc on a dit en marge hop, on est à 12,5 actuellement et 7,6 de marge nette. Donc ici, marge hop, on est à ici, on est à 12,5. Même si c'est pas normatif, on espère être à 15% normatif chez Wavestone, mais on est à 12,5. Donc en soi, à part Capgemini, personne fait mieux dans le secteur à ce niveau-là. Au niveau, on a Neuron qui est très bon à 11,6, Alten à 11, 11,1 et après on a OB à 10,40. Donc franchement, on a un très bon niveau de marge ici. Donc ce qui fait que la société se paye avec un premium. Et donc on a dit 7,6 en marge nette contre 9,5 à l'accoutumée. Donc la marge nette ici, on est ici. Donc on a dit 7,6 actuellement. Donc 7,6, ça reste dans la moyenne haute du secteur, dans la fourchette haute du secteur. Donc on aime ça également chez Wavestone. Ici, c'est ce qu'on on va continuer du coup ici, voilà. Semestre 2021-2022. La marge opérationnelle courante semestrielle s'établit à 7,2 millions d'euros. Alors, j'aime bien regarder un petit tableau de flux de trésorerie. Donc, au niveau actif non courant, écart d'acquisition, donc le goodwill, ce qui nous reste à donner pour les acquisitions, il me semble. Donc ici, on est à 217 millions, etc., etc. On a des créances clients, les clients qui nous doivent de l'argent pour 154,8 millions d'euros. Et on a seulement 27 millions de trésorerie dû aux acquisitions récentes, je pense. Au niveau capitaux propres, on a 267 millions. Au niveau passif financier, à moins d'un an. Passif financier dont part à moins d'un an. Donc on a 44 millions de dettes. Ici, dette locative IFRS 16, 18 millions. Passif non financier, 165 millions. Donc ici, dette financière nette, 16,2 millions d'euros. Donc ici, on peut direct se le noter sur notre petit pense-bête. Ici, on a 16,2 millions de dettes. Ça va pas avoir d'impact parce que c'est une dette très faible. Mais on le prend quand même en compte. À l'issue du premier semestre 2022-2023, contre une trésorerie nette Voilà. de 70. Donc là, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je parle d'un Un ralentissement du marché, mais résistance attendue de certains secteurs d'activité. Confiance dans la bonne tenue de plusieurs secteurs d'activité. Banque, énergie, luxe. Donc banque, on va voir ce que ça donne actuellement, mais franchement, les banques font faillite à cause des clients et pas forcément de leur situation financière. C'est-à-dire que vous faites ça dans n'importe quel secteur, hein. Si on retire tous les fonds nécessaires, eh ben, il y a une crise de liquidité et c'est ça qui fait cracher les banques. Dégradation du contexte, comme on nous l'a dit ici. Feuille de route pour le second semestre, etc. Politique, croissance externe. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit objectif 2022-2023 actualisé. Donc, marge opérationnelle courante. Donc, chiffre d'affaires supérieur à 525 millions. Odo, il nous disait quoi, Odo? Il nous disait 2023. Attends, on est quel exercice là? On est à 2022 ou 2022-2023?
Je suis complètement perdu ce soir. On se retrouve ici, voilà. Donc 2022-2023, initiaux, actualisés, 525 millions, ok. Donc 2022-2023, 525. Donc le consensus est à peine plus optimiste, mais on va prendre 525 pour être conservateur ici. Ici, 525 d'après ce que nous dit le objectifs afin de tenir compte de la consolidation des et deux donc dernières 14,5 acquisitions de que nous marge avons réalisées. opérationnelle courante d'après le profit warning. Levez la main et ouvrez votre micro si vous êtes connecté par téléphone. Compte tenu du contexte. Et donc on a un cours de bourse qui reflète moins en fait finalement l'évolution de la société dans ce contexte plus chahuté. Donc on continue à développer de la valeur au travers en fait. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui parlent de leur cours de bourse. Depuis plusieurs années, la société achète de nombreuses autres sociétés, mais le cours de bourse ne reflète pas cette acquisition. Pourquoi? Franchement, je ne sais pas si les gens regardent les rapports financiers et un peu l'évaluation de la société au niveau cherté de la société, price earning et tout, mais pour moi ça reflète totalement le prix des acquisitions actuellement. On a une très bonne marge, mais on est parmi une des plus chères du secteur. Peut-être qu'on peut se référer en fait finalement au slide en fait sur lequel justement on voit l'évolution du cours de bourse. Ici, voilà. Finalement, on voit que sur l'exercice 2021, en fait, la progression a été constante et a reflété en fait finalement cette politique de croissance. C'est plus perturbé en fait depuis le début de l'exercice 2022 compte tenu du contexte. Et donc on a un cours de bourse qui reflète moins en fait finalement l'évolution de la société dans ce contexte plus chahuté. Donc on continue à développer de la valeur au travers en fait de ces acquisitions externes, au travers en fait finalement du développement international et la contribution de ces acquisitions externes en fait au développement international. Pour l'instant, effectivement, ça ne se reflète pas complètement dans le cours de bourse, sauf si on le regarde en fait effectivement depuis le début de l'exercice en fait, depuis le début de l'année 2021. Vu que finalement sur un cycle depuis plusieurs années, plusieurs années, si je regarde de manière un petit peu plus ancienne la performance de Wavestone par rapport à la performance par exemple du CAC sur 5 ans. La performance de Wavestone est supérieure à celle du CAC. On a une progression du cours de 38% par rapport à une progression du CAC qui est de 24%, donc un certain différentiel sur 5 ans. Progression du cours de 38% par rapport à une progression du CAC qui est de 24%, donc un certain différentiel sur 5 ans. Et alors sur 10 ans, là, le différentiel est énorme puisque le CAC a progressé de 80% sur 10 ans, alors que Wavestone a progressé de plus de 840%. Donc un gros différentiel. Mais si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas satisfait de la progression du cours de bourse de Wavestone, et donc nous allons nous atteler à faire que cette progression reprenne sur la dynamique qu'on a pu observer sur les 10 ans. Enfin, ça m'énerve un peu ce genre de propos. C'est que je sais pas qui a posé cette question, mais le cours de bourse reflète forcément la création de valeur de la part de la société. Et donc là, on avait une petite irrationalité comme on l'a vu ici. La société se payait plutôt cher et on a bien corrigé déjà 14% depuis le début de l'année. Donc on se retrouve ici sur notre petit slide. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va chercher les deux premiers secteurs, le rendement du dividende, le price earning actuel et la détention du capital. Je vous l'ai déjà mis, on l'a dans le document. Ici. Donc deux premiers secteurs, est-ce qu'on a tout sur ce document dodo? Parce que j'aime bien qu'il rassemble tout ici. Alors d'entreprise flottant. Donc je vous ai mis 57% car on a 43% de flottant. Ici, price earning, price to book, rendement. Donc rendement, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met 0,9 actuellement. Ici, si on va sur Morningstar, on est effectivement à 0,9, 0,86. On va se mettre un 0,9 ici. Donc toutes les sociétés versent du dividende. 0,9. Est-ce que c'est bien? Oui, parce que ça permet aux actionnaires d'avoir un peu de cash qui tombe dans leur truc, mais c'est neutre. Un dividende, c'est quand même neutre, hein, je tiens à vous le dire. C'est neutre pour l'associé. Ici, price earning, on a dit que c'était combien? Ici, actuellement, on est à 18,3. Donc sur les 12 derniers mois, on est à 18,3. Donc on se paye quand même plus cher que 18,3. On se paye quand même plus cher que la concurrence en ayant fait une baisse du cours de 10% quand même, là. De 15% presque, pardon. Ici, on va chercher les secteurs. On nous a pas mis ça ici. Effectivement. Ici. Si on se met sur investisseurs, espace actionnaire. Si on se met sur le document d'enregistrement universel, on se retrouve
Ici, entretien, mais on veut juste le document d'enregistrement, nous. Et où est-ce qu'il est? Ils sont gentils. Consulter. Ah, il est là. Alors, document d'enregistrement universel. Est-ce qu'on a un résumé net et précis des secteurs? On a 10 secteurs, il nous manque croissance sur 10 ans le rocher. Donc pendant que ça charge, on va aller vite fait sur gros focus rechercher le rocher, Wavestone. Ici, Wavestone. On se retrouve là. X par Wavestone. Non, je veux pas en DCF, je veux Wavestone en normal. Ici, X part en summary. Effectivement, on est là. Alors, au niveau du rocher, on se situe où? Il a bugué un peu, le copain. Voilà, on se retrouve là. Donc, au niveau rocher, on est à 21,8. Donc, très bon rocher. On est quand même dans la bonne moyenne du secteur. 21,8, on a dit. C'était donc ça. Ici. 21,1, pardon. 21,1%. Ici, donc moyenne du secteur 12,4 pour Capgemini, 18,5 pour Neurone, 14,1 pour Sopra, 21 pour Alten, 32 pour S2I, 19, 20 pour... ouais, on est dans la moyenne haute, et à peu près on est quand même comme ses concurrents. Ici, document d'enregistrement universel. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on est dans 9 pays... On a un flottant de 35%, effectivement. Qu'est-ce qu'on voulait rechercher les secteurs un peu? Qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a pas les secteurs directement? Ici, répartition géographique du chiffre d'affaires, on est un peu international. Ici, ah voilà, on a une répartition sectorielle tout à fait ici. Donc au niveau des secteurs banque et assurance, 33%, et ensuite énergie utility, 16%. Donc banque et assurance, 33%, on a dit. Ici, banque / assurance, on est à 33%. Donc franchement, en France, on est très orienté sur les banques quand même. Ici, et on nous a dit quoi? On a dit énergie utilities, 16%. Donc franchement, on est à deux opposés, mais on est sur des choses assez cycliques quand même. Mais on a une demande croissante dans chaque secteur. Ici, je ne sais pas pourquoi à côté il me l'affiche en grand et pas là. Voilà. Donc voilà, banque et assurance, on est quand même bien diversifié, mais on a une grosse part de banque et assurance avec ce qui se passe en ce moment. On va voir ce que ça donne, mais il n'y a pas de crainte à avoir, je pense. Donc ici, on va se retrouver directement pour l'évaluation de la société, puisqu'on a tout ce qu'il nous faut. On veut juste la croissance sur ces 10 dernières années. Donc avant tout, si vous voulez soutenir mon travail, je voulais vous montrer ça. Donc vous avez jusqu'au jeudi, ici, on est quoi? Vous avez jusqu'au jeudi 30 10h, on a une offre boostée sur Boursorama. Donc là, vous recevez 130 € pour l'ouverture d'un compte en banque avec une carte Boursorama Banque. Ce qui est avantageux, c'est que depuis l'appli mobile, ça met 15 minutes. Vous rentrez vos coordonnées, etc. Vous mettez un justificatif, votre justificatif d'identité, carte d'identité. Vous déposez 10 € sur l'application mobile. Vous choisissez la carte basique, c'est la Welcome, il me semble. Vous déposez 10 €, vous avez directement 130 € immédiatement. Ensuite, vous pouvez refaire le virement sur votre compte que vous avez actuellement ou garder la carte comme vous voulez. Mais vous pouvez clôturer la carte et ne pas avoir à l'utiliser. Donc ça soutient mon travail. C'est 100 € pour moi, 130 € pour vous. Vous avez jusqu'à demain et voilà. Juste en ouverture de compte, c'est de l'argent gratuit que vous pouvez réinvestir directement en bourse ou faire vos courses, aller au resto comme vous voulez. Mais c'est un petit coup de pouce pour moi et pour vous, ça vous prend 15 minutes. Et franchement, c'est de l'argent gratuit. Donc bref, on clôture cette petite aparté et on se retrouve directement ici sur l'évaluation. Donc ici, il nous faut ma petite calculatrice. Voilà, on se met ici. Alors, au niveau des revenus, comme on l'a dit, sur l'analyse Dodo BHF, vous trouvez ça, cette petite note d'analyse Dodo sur le site de Wavestone d'ailleurs. Hein.
Et donc, voilà, on est surévalué. On veut regarder les revenus, la croissance des revenus. Revenus. Ici, revenus. Total revenu en année financière pleine. Donc, il clôture un peu en différé des autres Wavestone, hein. On peut le voir ici. Wavestone. Voilà. Ici, où est-ce que j'avais vu? Voilà. Il clôture le 27 avril. 27 avril, on aura le chiffre d'affaires annuel et le 31 mai, on aura les résultats annuels. Donc il clôture un peu en différé également, c'est un peu comme du S2I ici. Et donc voilà. Donc ici, on a une très très belle croissance du chiffre d'affaires, société qualitative. Est-ce que c'est par acquisition, cash acquisition, voilà. Ici, est-ce que c'est par acquisition? Oui, ici on a une grosse acquisition en 2016. Ici de l'ordre de 88 millions d'euros, et on fait des petites acquisitions constamment de l'ordre de 9-10 millions d'euros, et actuellement on est sur des acquisitions de 35 millions d'euros. Donc croissance organique, croissance externe également. Au niveau de la croissance du revenu sur ces 10 dernières années, pour le rentrer dans notre petit tableur, donc on a 15,84% par an depuis 10 ans. Donc là, on est vraiment sur la fourchette haute du secteur. Donc on comprend que la société se paye plus cher que ses concurrentes. Oula, mais j'ai clôturé mon... Ah non, c'est bon. Donc 15,84%. 84%, voilà. Donc par an depuis 10 ans. Donc acquisition organique par acquisition par acquisition et par croissance organique. Je vais y arriver. Et donc franchement, on est sur la moyenne haute du secteur. Seulement Sopra fait à peu près mieux à 15,40 avec de nombreuses acquisitions. Alten 12,20, S2I 12,3. Donc on est vraiment sur la meilleure croissance du secteur depuis 10 ans. Donc en effet, on se paye cher, mais ça se comprend. Donc je vous ferai une petite vidéo récapitulative ici avec mon top 3 des sociétés du numérique françaises, je pense. Pour avoir un petit condensé d'ici, je vous ferai un petit podium avec mes critères qu'on retrouve ici pour que vous y voyez plus clair. En effet, ici, on continue. Donc, on voulait regarder les grosses margins. On va regarder ici, grosse profit margin sur les 12 derniers mois. Punaise, on a une bonne grosse profit margin, hein. Ici, on varie, bon, ça fluctue quand même pas mal, hein. 2020, on a vu qu'on est descendu à 22, et ici, on remonte à une normative à 26,42, donc on a une bonne marge brute. Ici, net income, est-ce qu'ils vont dans le même sens que les free cash flow? Ça, c'est la question. Depuis l'IFRS 16 avec les loyers, on met ça sur le même graphique. Donc, ils sont très corrélés. Ici, on a dû avoir des grosses acquisitions. Et ici, depuis 2018, les free cash flows sont supérieurs au net income dû à la non-comptabilisation des loyers dans les free cash flows. Et donc, ça augmente le free cash flow. Les loyers se comptent dans la dette, il me semble. Et donc, ça impacte positivement les free cash flows. Donc ici, on a des free cash flows inférieurs aux marges nettes actuellement. Et donc, on va prendre la marge nette pour se protéger. Ici, en effet, on va directement sur notre marge nette. Donc net income margin. Voilà, sur les 12 derniers mois, on se met en moyenne. Voilà, la marge nette est vraiment, vraiment très stable, hein. Waouh, ça c'est de la grande qualité. On comprend pourquoi ça paye cher ici, hein. 7,51 de marge nette sur ces 20 dernières années. Sur ces 10 dernières années, on est à 7,54. Sur ces 5 dernières années, 7,57. Franchement, la marge nette est durable dans le temps ici, 7,51. 7,51%. On est sur le haut du secteur là, même si actuellement, on a une petite baisse des marges sur le premier semestre de l'exercice en cours. Les marges sont constantes à 7,5%. Donc franchement, la meilleure du secteur au niveau des marges nettes, hein, et de la stabilité. Au niveau, on a dit des price earnings. Price earnings, on se retrouve ici. On se met sur une moyenne. Ici, moyenne. Donc la marge nette ici, on est à 17,6 sur 20 ans. Sur 10 ans, on est à 19,7 et sur 5 ans à 19,2. Donc on va prendre 20 et 22 fois comme je l'ai fait pour les sociétés précédentes de qualité.
Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'il est stable ou croissant dans le temps? Voilà, je fais n'importe quoi. Ici, au niveau on avait baissé jusqu'à 2020 notre nombre d'actions. Ah non, il est à peu près stable ici. En légère diminution ces dernières années, on a dû faire des participations aux salariés des attributions gratuites d'actions. Du coup, ça augmente un peu, mais on est quand même stable. Globalement, ça augmente pas beaucoup, hein. On a 19,98. Ici, 19,98. Ensuite, au niveau de la dette nette, comme on l'a vu tout à l'heure, on a 16,2 et on peut tout de suite passer à l'évaluation de la société. Donc, on a quand même une société très bonne, assez diversifiée au niveau secteur et géographique. Et on a également une stabilité impressionnante des marges nettes, des marges en général, et des free cash flow, et des revenus également. Donc c'est très bon, ça se paye avec un petit premium par rapport au secteur normalement, et ça se comprend. Donc on prend 525, on fait fois 0,075 pour la marge nette, ça nous donne 39 millions. On fait ça fois 20 fois les bénéfices, on rajoute 16 millions de dette nette, ça va pas changer grand chose, mais ça se rajoute quand même. Ici, et on le divise par le nombre d'actions de l'ordre de 19,98 millions d'actions. Ici, on se retrouve à 40,22 € l'action à la fin de cette année, à 20 fois les bénéfices. Donc 40,22 € l'action. Et si on prend 20 fois les bénéfices, ici, donc 39,375, on repart de là. 39,375 fois 22 égale à ça. On rajoute la dette nette, moins la dette nette. Est-ce que j'ai fait ça avant? C'est ma question. 826,25, pardon. 826,25 moins 16,2. On se retrouve ici à 810. On divise tout ça. Oula, on divise tout ça par le nombre d'actions, 19,98 millions d'actions. Et ici, on se retrouve. Pourquoi je trouve ça? Attendez, on va le refaire. 525 fois 0,075 égale à ça, fois 22 égale à ça, moins 16 millions,2, ça. Ensuite, on divise ça par le nombre d'actions, 19,98 millions d'actions, et on tombe à 42,54. Donc 42,54. Aujourd'hui, on paye le prix juste pour une très très bonne société de qualité. Attendez, on va quand même calculer en fonction de 2023 ici. Ici, operating margin. Ok. Donc ici, le consensus, si vous visualisez à 2 ans la société, donc on prend 600. Allez, on va être pessimiste, on prend 606 comme Odo. Donc ici, si on se place ici, on prend 606. Donc on visualise à 2 ans, hein. Donc on prend 606 fois 0,0775, pardon. Ensuite, on paye, allez, on va être quand même prévenant, on paye 20 fois les bénéfices ici. Donc fois 20, moins un peu de dette nette, qui est de ça. Ensuite, on divise tout ça par 19,98. Oula, ça m'énerve ça, je fais tout le temps des fautes. Donc 892,8. Ah non, c'est bon. Divisé par 19,98. 19,98 millions d'actions. Et là, je ne comprends pas ici. Qu'est-ce que j'ai fait? On va recommencer tout ça. 606. Ça m'énerve. 606. On va y arriver, vous inquiétez pas. On ne s'énerve pas ici. 0,075. On tombe sur ça. Fois 20 fois les bénéfices. On diminue ça de la dette nette 16 millions, allez, et on divise ensuite tout ça par 19,98 et on tombe sur 44. Oh, oui, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur ici. Donc PER à 20 fois les bénéfices à horizon 2024. Donc ici, selon les prévisions Dodo qui sont un peu plus conservatrices que le consensus, on serait à égal 44 € l'action. 44,6 € l'action. Aujourd'hui, on cote à
Ici, qu'est-ce qu'il va nous mettre? On cote à 44,05. Donc, si vous voulez si vous payez la croissance, et ben vous vous retrouvez à un prix actuel qui est au prix juste actuel. Donc, vous avez une société de qualité qui marge plus que les concurrents, assez diversifiée, les meilleures marges du secteur, une très bonne croissance, des acquisitions relutives. Ça se paye un peu plus cher logiquement. Le nombre d'actions n'est pas. Le nombre d'actions est stable à peu près, on va dire ça. Et on a un peu de dette due aux acquisitions, mais franchement, on a une très belle société. Au niveau du dividende, qu'est-ce qu'on a au niveau du dividende? Dividende par action. Oula, je voulais pas montrer les 12 derniers mois, je voulais montrer sur l'année civile, enfin l'année financière pleine. Ici, sur les 20 dernières années, on est en quarterly là, non? Voilà. Voilà, là c'est bien. Donc là on se retrouve là avec une très très belle croissance du dividende, donc qui suit la création de valeur de la société. Ici pendant la pandémie on a arrêté le dividende, mais c'est inutile de le dire, la société a du cash et du gros cash effectivement. Donc ici on a 38 centimes par action en dividende, et donc on a un dividende yield de 0,86%. Et donc si on se met ici au niveau des free cash flow, on se met ici, voilà, on se dit qu'on a 44 millions de free cash flow, on divise ça par la market cap actuelle qui est de 885 millions d'euros, et on a une société avec un rendement des free cash flow de 4,9%. Donc la société ne paye pas chèrement ses actions. Si on fait 5 divisé par... on a un cinquième, donc on a un payout de 20% actuellement. Donc c'est très raisonnable et la société peut continuer à payer un très beau dividende. Et voilà, ça sera tout pour la review du secteur. Donc je vais vous faire un petit top des sociétés, un petit top 3 de mes sociétés favorites du secteur. Et dites-moi si vous voulez d'autres actions. Je compte faire du Trigano qui a sorti des bons résultats aujourd'hui. Et, continuer à vous faire des reviews comme ça de qualité. J'ai adoré faire cette review du secteur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un très grand plaisir à faire ce genre de vidéo. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire en commentaire si ça vous a plu et quelle société vous voulez que j'analyse. À très vite sur Invest Academy. Ciao, ciao!